Bonjour, Sally Shitake pour Della Night Media. On est avec une artiste, on est avec Ayam Dre. Ayam Dre. En fait, Dre tout court. Dre, d'accord. Ouais. Mais du coup, ça s'écrit D-W-E. Oui. Mais ça se prononce Dre comme si on était... ok, ça vient du prénom. Oui, Dre parce que mon prénom c'est Audrey. D'accord. Et ma fille aînée, quand elle était petite, elle n'arrivait pas à le dire. Elle disait maman, elle s'appelle Dre. Oh, Et du coup, on m'appelait Mama Dre. Et puis finalement, voilà, Dre. Mama Dre. Et puis ça fait le jeu de mots. I am Dre, je suis douée. Ben Voilà. oui, parce que non, nous, du coup, on dit I am doué. On fait, ah, c'est pas mal, c'est bien trouvé, doué. C'est Dre. Ben moi, je pensais que tu avais des origines afro, donc je me suis dit que c'était le Audrey. Et ok. Donc, on t'a découvert lors d'un de nos lives sur la chaîne de la Night Media. Et on a... Abonnez-vous. Et non, franchement, c'est une très belle rencontre, je trouve. Et c'était vachement humain et thérapeutique. Et pour moi, hein, je parle pour moi. Idem. Et donc, en fait, on t'a découvert. Je t'ai découvert par, je sais pas comment, un de tes dessins, un de tes portraits. Ça m'a... Comment t'expliquer? Ça m'a bousculé. Ouais. En fait, quand je l'ai vu, j'ai fait... Oh, déjà, parce qu'il y avait plusieurs réactions, je me suis sentie identifiée, alors qu'il n'y avait rien à voir. Le teint, les cheveux, j'ai senti une appartenance. J'ai senti la féminité, j'ai senti la liberté, j'ai senti le désir de... C'est énorme, hein, le désir de partager quelque chose. Et j'ai dit, mais c'est quoi ce dessin? Mais il est trop bien, parce que les traits sont... On appelle ça art naïf, mais ils sont simples et ils dégagent tellement de choses. Et donc, du coup, tu dessines depuis quand? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que c'est instinctif? Autodidacte? Ouais, bah, je vais répondre à ta question Oui. et puis petit à petit, on va faire connaissance. Oui. Donc, je dessine depuis toute petite. Et pendant les cours au collège, je passais mon temps à dessiner. Mm-hmm. Et c'est mon prof d'histoire géo qui un jour m'a attrapé à la fin du cours. Il m'a dit, Audrey, je vois que tu dessines tout le temps pendant les cours. Il y a un lycée qui est spécialisé, enfin qui a une branche spécialisée dans l'art. Mm-hmm. Il y a une entrée sur concours. Il y a un concours. D'accord. Fonce, fais-le. Parce que apparemment c'est ce que t'aimes. Et du coup, j'ai foncé, je me suis inscrite, j'ai passé un concours. Et du coup, j'ai fait une seconde spécialisée en art graphique. Et voilà. Et après, j'ai fait 3 années jusqu'au BT, bac technique, dessinateur maquettiste. Ah ouais. Voilà. Et puis, mais après, j'ai pas poursuivi, voilà, parce que la vie, parce que j'étais à Marseille à l'époque. Donc j'ai quitté Marseille. Je suis c'est sur pour Paris, ça. Lycée voilà. à Marseille. Le lycée à Marseille, Parce que moi, je dessinais aussi. J'ai aucun prof qui est venu me dire. C'est plutôt, on arrête, on pose son crayon, on arrête. C'était limite. Enfin, on n'a pas le droit de dessiner. Peut-être ce prof était conscient de la qualité du dessin aussi. Et Non, Ouais, je rigole. il était super bienveillant, c'était un super prof, ouais. Et du coup, dans tes études, est-ce que tu t'es retrouvée ou tu t'es dit, oh purée, ça me ressemble pas du tout? Ah, ça me ressemble. En fait, le bilan a été non, ça me ressemble pas du tout, parce qu'en fait, on faisait du dessin artistique, on faisait un peu de photographie en développement en chambre noire, on faisait beaucoup de dessins publicitaires. D'accord. Un peu de tout, hein, on touchait un peu à tout. Et en fait, c'était beaucoup de dessins publicitaires imposés. Et ça me correspondait pas, en fait, parce que... en fait, ça me correspondait pas, moi, à mes envies et à ma façon de m'exprimer pour de la pub, pour vendre un produit ou pour... Voilà, moi, ça me correspondait pas. Ça formate un peu. En fait, je comprends parce que si on veut du débouché, on est obligé de s'orienter vers certaines branches. Mais moi, perso, ça me convenait pas. Bon, après, entre autres, hein, après, il y a eu ce mouvement de Marseille à Paris où j'ai eu besoin de bosser. Donc, j'avais plus plaisir, en fait, à dessiner au bout de ces 3 années. Alors, j'ai appris énormément, j'ai appris des techniques mais voilà, j'ai pas voulu poursuivre. Bon, après, j'ai des amis qui ont poursuivi et ils sont super bien maintenant et ça fait plaisir, en fait. Et voilà, de temps en temps, je me dis, peut-être que j'aurais dû. Mais bon, après, j'ai toujours été comme ça. J'ai suivi mon instinct
Et à cette époque-là, il me disait non. Voilà. Et du coup, quand tu es montée sur Paris, tu as continué à faire des sketchs, faire Alors, des esquisses? J'ai continué à dessiner un petit peu. Alors, à l'époque, on avait un home studio à la maison, donc on recevait beaucoup de monde et j'ai eu l'occasion de faire quelques petites pochettes de mixtape ou des petits logos des logos pour des potes qui sortaient leur marque de t-shirt, voilà, mais rien de vraiment concret en fait, mais ouais, des petites choses. Et puis après, c'est vrai que petit à petit, je m'en suis coupée parce que la vie et tout ça. Et j'ai vraiment repris le dessin pendant la pandémie. D'accord. Vraiment, ouais. Et l'inspiration, enfin là, je reviens sur les pochettes et les logos. L'inspiration, quand on te demandait de faire telle ou telle pochette, elle vient différemment? Elle vient comment? En fait, là, je répondais plus à des demandes. D'accord. Ouais, j'aimerais bien un truc un petit peu comme ça. Bon, après, il y avait toujours la recherche, la créa derrière. Et voilà, à l'époque, je n'étais pas équipée, donc j'avais pas... Enfin, je faisais des trucs à la souris. Et tout. Oui. Et voilà, on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord, quoi. Et à cette période-là, tu t'es pas dit que tu avais envie d'être professionnalisée dedans, dans l'infographie, du coup, plutôt que dans le dessin? Oui. Tu t'es pas... Oui. T'as pas mais envie? après, je me dis, l'un n'empêche pas l'autre. Là, c'est vrai que je suis repartie sur le dessin et la peinture, mais j'ai pour projet de m'équiper pour passer au numérique et pouvoir, tout en continuant le dessin et la peinture, mais en me lançant dans le numérique et voilà, retrouver aussi, c'est quand même mes premières amours aussi. D'accord. Et l'infographie. Donc du coup, tu as repris, tu m'as dit lors du Covid. Oui. Alors, c'est vrai que la pandémie, ça m'a amené à une introspection. Et après, c'est un proche qui m'a incité aussi à reprendre. Et au bout de tant d'années, j'avais vraiment plus du tout confiance en moi. Je me suis dit, non, le coup de crayon, ça doit plus trop être ça et tout. Et puis finalement, je me suis lancée. Et c'est en fait quand j'ai repris le dessin que j'ai recommencé. J'ai commencé par une toile, j'ai fait une petite toile. Et là, j'ai réalisé en fait que toutes ces années, ça m'avait manqué. Mais à ce moment-là, D'accord. au moment où je l'ai fait, je me suis dit, waouh, mais ça m'avait manqué en fait. Peinture, hein? Peinture, ouais, c'était une petite toile. Ouais. Tu peins quoi? Acrylique? Acrylique, ouais. D'accord. Là, pour cette toile-là, de la reprise, elle t'a mis combien de temps entre l'esquisse et puis la fin? Peut-être 2-3 heures, une soirée. Ouais. D'accord. Oui, alors oui, j'arrive pas à rester trop longtemps sur une œuvre, donc même si elle est je trouve que c'est rapide. Peut-être pas finie, mais moi, du moment où je considère qu'elle est finie, c'est bon. Après, je pourrais toujours l'améliorer derrière, mais après, je fonctionne comme ça. Je suis vraiment... si je sens que c'est bon, voilà, j'arrête. Alors que je sais que ça pourrait être mieux. Ça, c'est bizarre. Moi, j'ai décidé que c'était bon et voilà, il faut que ça s'arrête là. Il faut pas retoucher. Ouais. Sinon, c'est gâté. Mais après, voilà, c'est en fonction d'instinct où il n'y a pas de dosage, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Et parce que je sais qu'au plus je vais passer de temps dessus, c'est comme des fois quand on dit le premier jet, c'est le meilleur et tout. Je crois à ça. Et je me dis, au final, il sera moins authentique ou... Mais après, ça dépend, hein. Je peux prendre le temps aussi. Il y a des toiles où je vais prendre beaucoup plus mon temps, parce qu'entre les couches... Mais là, c'était vraiment un petit format. Donc voilà, ça a été assez rapide. Et tu l'as toujours? Je l'ai toujours, ouais. Et donc, c'était quoi? C'était une femme? Oui, c'était une Amérindienne. Ouais. Tu peins souvent des femmes? Ouais. Est-ce que c'est représentatif de tes émotions ou voilà, des émotions ou j'allais dire de ce qui t'inspire sur le moment ou d'un visage que tu as vu et que tu as envie de costumiser en fait? Est-ce que ça arrive? Ouais. Alors en fait, là c'est vrai que je suis partie sur les femmes ces derniers temps en peinture parce que j'ai eu une exposition au mois de juin. Et donc j'avais pas de thème imposé. D'accord. Et je me suis dit je vais peut-être partir sur la femme et la représentation en fait de la diversité en fait. Mais j'ai quand même voulu donner un thème en fait à cette expo. Et donc je suis partie. Alors
je suis une amoureuse de la lune. D'accord. J'aime la lune. Et donc, je suis partie sur une série de portraits de femmes avec la lune derrière. D'accord. Et je voulais, en fait, essayer de représenter un peu la femme un peu partout dans le monde et hors des normes sociétales imposées sur l'esthétique, la beauté et tout ça. Et ben, ça me touche parce que je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je me souviens, la première toile, c'était pour laquelle tu m'avais parlé, c'était la femme du Panama, c'était la femme jaguar. Ouais. Et tu m'as dit que ça m'a touchée parce que c'était un peu le but, en fait. Sans le vouloir, mais voilà, j'étais contente parce que je me suis dit, j'ai peut-être réussi en fait à faire, parce que la représentation, mine de rien, c'est important. J'ai peut-être réussi à toucher quelqu'un et c'est cool, quoi, en fait. Et c'est cool. Et je suis partie sur la femme parce que, je me suis dit, je voulais vraiment partir sur la lune. Pour moi, c'est un astre féminin. La lune, la femme, la beauté de la femme à travers le monde. Et voilà, mais je dessine aussi bien des hommes. Et voilà. Et les visages, alors, en fait, je peux faire des portraits, refaire le portrait de quelqu'un, mais moi, ce que j'aime, c'est ce que je dis tout le temps, c'est je crée des visages comme on crée des Sims. En fait, j'aime bien inventer des visages. Voilà, j'imagine quelqu'un, j'essaie de le représenter, ou alors des fois ça vient sur le moment, quoi, en fait. Voilà, paf. Ça t'arrive, par exemple, quand tu prends les transports, tu vois quelqu'un, tu dis waouh, et puis. Ouais. Ou même certaines photos, des fois, je vais voir, je vais dire ah ouais, et ça va m'inspirer. Ça va m'inspirer justement. Donc après le visage que je ferai, il y aura un petit peu inspiration d'elle ou de lui. Voilà. Ouais. J'ai arrêté le dessin. Je sais que dans mon plus jeune âge, dans mon adolescence, mes influences, c'était le corps de Marilyn Monroe. Ok. Et tous les modèles que j'ai dessinés, alors je ne sais pas si c'est Marilyn Monroe, je pense que c'est Marilyn Monroe. C'est vraiment cette forme-là. Ouais. Et j'ai toujours été inspirée. Quand je dessinais, je ne pensais pas forcément à Marilyn Monroe, mais je me disais que c'est un corps très féminin et en fait que je reproduisais souvent en fait machinalement. Est-ce que toi tu as une personne ou alors on va dire, j'aime pas dire le mot célébrité, mais une figure, quelqu'un qui te vient tout le temps à l'esprit comme modèle? Non, pas spécialement, mais par contre c'est vrai qu'on m'a toujours dit qu'elles ont tout un truc en commun. Et elles ont... il y a un lien entre... souvent, il y a un lien entre mes portraits. Et il y en a même qui vont me dire... Alors, moi, je trouve pas du tout qu'il y a un petit peu de moi dedans. Mais c'est pas spécialement cherché. Mais oui, voilà, moi, on me le dit souvent. Tu connais Anki Bilal? Oui. Anki Bilal, c'est un dessinateur, entre autres. Et il fait beaucoup de BD. Et tous ses personnages lui ressemblent. Alors, je pense pas qu'il ait voulu s'auto-portraitiser à chaque fois. Non. Mais tous ces personnages se ressemblent. J'adore les BD, d'ailleurs, j'adore ça. C'est futuriste. Ces visages qui dessinent. Il y a énormément de caractères. Ouais. Ils n'ont pas forcément... En fait, c'est vraiment des... moi, c'est ce qui m'a donné la passion de la BD parce que avant, je lisais beaucoup de BD. C'est phénoménal. En fait, il a de grandes toiles, il dessine sur des grands formats. En fait, c'est limite des grosses toiles et il en fait plusieurs à la fois. Je me dis, mais c'est chaud, en fait. Ouais. Et les BD sont pas petites, elles sont vraiment épaisses. C'est quoi son nom? Anki Bilal. Anki? E-N-K-I. Anki Bilal. D'accord. J'ai une de ses BD. Mon frère a fait la collection de tous ses albums. Et je crois qu'il y a une dizaine d'années, il a ressorti un dernier album, ou je sais plus. Et en fait, tu reconnais tout de suite sa touche. Tu vois, ouais. Voilà. C'est incroyable. Et les visages sont fous. C'est super beau. Et est-ce que tu as déjà eu des commandes? J'ai vendu ma première toile quelques mois avant l'expo. Ah bon? Donc du coup, je l'avais pas pour l'expo, celle-ci. Mais comment? C'est quelqu'un qui la voulait? Oui. Donc on m'a contactée sur Instagram et on m'a demandé si elle était à vendre. Et c'était ma toute première vente. Excellent. Voilà. T'as pas répondu tout de suite? On se demande si c'est pas un virus ou quoi que ce soit. Ouais. Et en fait, non, parce que finalement, c'était une connaissance d'une connaissance. Et voilà, c'était une toile, c'était le portrait d'une Apsara, une danseuse cambodgienne.
D'accord. Et voilà, donc ça a été ma toute première vente. Et ensuite, je vais remercier Elinor Inc., super tatoueuse à Évreux, qui m'a proposé d'exposer dans son salon. D'accord. Et voilà, donc c'était au mois de juin. Et ça Quelles étaient tes sensations? Je compare ça à un sport. Moi, ça m'évoque le surf. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quoi tes ressentis par rapport à cette première exposition? En fait, c'est quand j'ai réalisé réellement quand j'y étais et que des gens sont rentrés, ont regardé. Et c'est là que je me suis dit, je l'ai fait. Le fait de se dire, ouais, j'ai exposé, super, j'ai fait un truc. Au-delà de ça, en fait, c'est de voir qu'il y avait des gens qui ont regardé, qui ont échangé avec moi, pour qui ça a parlé. Et c'est ça, en fait, je me suis dit, waouh, c'est cool, en fait, ça peut toucher d'autres personnes. Ça t'a redonné confiance? Ouais, quelque part, ça booste. En fait, une motivation de se dire, en fait, ça peut plaire et ça fait un truc et les gens apprécient ou ont réussi à capter ce que t'as fait, en fait. Et après, tu as eu d'autres commandes à la suite ou pas du tout? Des gens qui t'ont demandé, qui ont commandé des tableaux à thème? Alors, j'ai eu 4 ventes à l'expo. Waouh. Voilà. Et donc, j'étais plutôt contente de me dire que, finalement, ça a plu. Et voilà, il y a un pote qui m'a donné de la force, qui est venu et qui a dit, allez, moi, je prends ça. C'est mignon. Et donc, ce qui est bien, je fais une petite parenthèse, comme quoi le partage d'une page ou de quelqu'un, ça peut en fait provoquer quelque chose. On a partagé quelqu'un a partagé ta page et voilà, ça t'a permis de vendre et l'exposition aussi. Ouais. Et il y en a d'autres de programmés, pas encore? Non, pas encore. J'avais été contactée par le Broadway Comedy Club qui m'avait proposé d'exposer, mais c'était à la période où mes toiles étaient à Évreux pour l'expo. Comme par hasard. Donc voilà. L'opportunité. Donc j'ai dit une prochaine fois, et c'est vrai que j'ai pas une nouvelle depuis, mais après voilà. Si je peux exposer, tant mieux. Si j'expose pas, après, c'est pas grave non plus. Moi, je continue à faire ce que j'aime et à poster. Est-ce que tu aimerais vivre de ça? Alors, ouais. À 100%? Alors, même à 80%? Ouais. Non, après, oui, c'est quelque part, ce serait cool de pouvoir en vivre. Mais après, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que si possible, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, en fait, tant que je fais ce que j'aime. Voilà. Ce qui compte, c'est en fait, je le fais plus pour le plaisir de le faire et ce que ça m'apporte. C'est un moyen d'expression, en fait. Plus que me dire, j'ai tel ou tel objectif. Et puis, voilà, j'ai des objectifs. J'aimerais bien m'équiper, passer au numérique, faire du digital art. Parce que plus de liberté, de productivité et de moins de contraintes matérielles, on va dire techniques. Mais ce serait vraiment pour le kiff et c'est pas réellement dans le but de me dire comme ça je vais faire ci, faire ça. J'ai pas de réel projet, en fait j'ai toujours fonctionné comme ça. Je vais à mon rythme et selon mon envie, sans me perdre, en fait, tout en essayant de juste faire ce que j'aime et kiffer. Et tu as pas peur que le numérique il perde un peu de sa notoriété par rapport aux feuilles, papier, feuille? Mais je lâcherai jamais le papier et la feuille. D'accord. Ouais, je continuerai toujours. Le papier, la feuille, même la peinture, je continuerai. C'est juste pour d'autres projets, d'autres idées, en fait, que je peux avoir et où je me dis, ça, je le ferai bien via le numérique, en fait. Et ça, non, par contre, je le ferai au dessin. Et ça, je le ferai à la peinture. C'est pas du tout la même chose quand je dessine que quand je peins. Quand je dessine, je vais beaucoup plus dans les détails. Quand je peins, je suis beaucoup plus dans le minimalisme, dans l'art naïf. Mais après, c'est des questions d'esthétique, c'est mes goûts, en fait. Voilà, je vais toujours respecter mes goûts. En fait. Et tu as besoin d'un mode, d'un mood pour créer? Ouais. En fait, y a des périodes où je suis pas inspirée du tout. Mais je vais pas me forcer, en fait. Là, ça fait quelque temps que j'ai pas dessiné ou peint. Mais je le respecte, en fait, j'ai pas d'inspiration. Je me dis, forcer, ça donne jamais rien de bon.
Vraiment, voilà, il faut que je kiffe, il faut que je sois inspirée pour pouvoir faire quelque chose qui me plaise, en fait, dont je sois contente du résultat. Est-ce que tu as pensé à faire prof d'art plastique? J'y ai pensé un petit peu à l'époque. Voilà, c'est cool pour la transmission, mais je sais pas si j'ai la pédagogie qui va avec. Ah, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, comme tu me parles de transmission, j'aime bien. Je vais parler du hip-hop. Dans le hip-hop, enfin, qui regroupe la danse, le graphe, un peu de tout, on parle beaucoup de transmission. Est-ce que ça peut être la même chose que, par exemple, dans le milieu de la musique ou dans le graphe? Parce que moi, je pense qu'on est tous capables de transmettre. Par exemple, tu as des enfants, tu leur transmets un petit peu. Oui. Après, je me dis, enseignant, c'est cadré. T'es pas libre de transmettre comme t'es libre de transmettre à tes enfants. C'est un peu ça. Je me dis peut-être qu'encadrer avec la charte d'un lycée, d'un collège ou je ne sais quoi, des contraintes. J'ai du mal en fait avec les contraintes, je crois, et je préfère quand les choses sont spontanées et aussi que la personne en face de toi soit intéressée. Quand tu es en cours de dessin, parce qu'il faut et que ça fait partie du programme, t'as des gamins, ils ont peut-être pas envie d'être là, ils sont peut-être pas aussi attentifs, t'en as qui subissent le cours. Enfin, après, ouais, ce serait cool si je pensais avoir la capacité à leur transmettre le goût de l'art, mais je sais pas si je pense qu'il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour le faire, mais c'est vrai que c'est important la transmission. Et pour moi, tu parlais du rap, du graphe, la musique et tout. Et c'est toutes ces formes d'art pour moi, elles sont liées. Elles sont liées et ça a beaucoup eu d'impact moi dans ma vie, dans mon rapport au dessin. Je suis de cette génération. On a vu l'arrivée du hip-hop en France et on a été témoin de ça. Enfin, c'était une grosse hype. On a grandi avec ça. Moi, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord. C'est pur, ouais. D'accord. Ouais. Et pour nous, c'était un truc de ouf quand il y a eu IAM. Fierté de ouf et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu le graphe, donc je m'y suis essayée aussi. Il y avait les potes qui graphaient, tout ça. Et c'est vrai que pour moi, tout ça, c'est cette culture urbaine qui m'a inspirée. Et même si je dessinais déjà, je veux dire, je faisais mes petits dessins devant le club Dorothée, je dessinais les animés, tout ça, les persos de manga, tout ça. Mais c'est là vraiment où j'ai commencé à avoir de l'inspiration. Et voilà, je dessinais des petits persos. Je m'inspirais des clips que je voyais et tout. Et des premiers clips de rap qu'on voyait, quand on avait l'occasion de voir. Et on était comme des fous devant. Et ouais. Et j'essaie de reprendre un peu des petites dégaines d'un tel, et voilà, faire des petits persos. Et voilà, donc transmettre, c'est important. Moi, je sais que ma fille aînée, petite, elle adorait dessiner. Bon, après, finalement, ça lui plaisait plus tant que ça. C'était pas son truc, en fait. Et la petite dernière... Elle kiffe, donc du coup, elle aime bien qu'on dessine ensemble et tout. Donc je suis contente parce que moi, je vais pas forcer après. On peut pas les forcer à aimer quelque chose, mais je suis contente qu'on ait ce truc-là, qu'on puisse partager. Et voilà, où je peux lui transmettre des trucs. Et je vois, elle essaye. Je vais lui dire, là, essaye cette technique-là, essaye de faire comme ça. Et elle le prend bien? Ouais, bien après, tout en écoutant. D'accord. Tout en s'écoutant. C'est-à-dire, je lui dis tout le temps, tu fais comme tu as envie. Et dans tous les cas, du moment que toi, tu aimes, ce sera beau. Et c'est tout ce qui compte, en fait, parce que on n'a pas besoin de la validation des autres. C'est vrai. En vrai, il faut juste se valider soi-même. L'auto-validation, il y a rien de mieux. Parce qu'au moins, ça veut dire que t'es toi et t'es authentique. Et c'est tout ce que je peux souhaiter pour mes filles. D'être authentique. Voilà. Et pas vouloir plaire et s'emprisonner dans ces choses-là. Parce que je me dis qu'au final, dans l'éducation nationale où il y a art plastique, j'ai l'impression qu'on a limité l'art à de l'abstrait, quelque chose d'abstrait qui ne parle pas du tout. Est-ce que tu penses que on devrait changer
la définition de ce créneau d'enseignement qui quoi, une fois par semaine, une fois et demie. Je sais pas ou trop 2 comment heures c'est je sais maintenant, plus. mais moi à l'époque, c'était une fois par semaine. Et même moi qui aime C'était dessiner, ennuyeux pour moi. Hein. même moi qui dessinais, et toi c'est pareil, j'imagine, C'était tu ennuyeux. dessines, c'était ennuyeux. J'avais un prof que j'ai beaucoup... Enfin, j'en ai eu 2 qui prenaient l'art vraiment... qui ont vraiment aimé leur métier. Mais comme tu dis, tu sens que c'est un peu cadré, Ouais. qu'il y a certaines choses... donc voilà, vous ramenez du sel, des haricots et vous faites un truc... C'est vraiment plastique. Est-ce que ça serait pas, on va dire, ingénieux de... en fait, d'ouvrir l'éducation nationale à plus d'art. Par exemple, là, je sors je reste dans le côté artistique. Le hip-hop, c'est un art. Est-ce que ça serait pas mieux dans l'éducation nationale de le mettre dedans et puis que chaque élève choisisse son art sans pointer du doigt en disant oui, c'est ghetto. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je pense qu'il faudrait ouvrir déjà à plus de possibilités. Les cours d'art plastique, aller au-delà et voir un peu tous les styles parce qu'il y a tellement de styles différents. Après les cours d'art plastique, on va pas rentrer dans les trucs d'histoire de l'art parce que vraiment là ça va rebuter les jeunes. C'est ennuyeux quoi. Même pour moi qui dessinais, t'as pas... Enfin c'est bien, c'est trop court quand c'est bien, et puis des fois c'est trop long parce que c'est Alors moi ça ennuyeux de c'était au ouf. collège, les cours d'art plastique. Après, au lycée, quand j'ai fait cette école spécialisée, donc moi, voilà, j'ai vu que dessin publicitaire, c'était le réel débouché, mais qui, moi, me correspondait pas. J'ai fait un stage, parce qu'on était obligé de faire un stage, donc j'ai fait un stage dans une agence publicitaire. Par contre, je me suis dit, voilà, il y avait une équipe super cool. C'était cool, mais malgré tout, ça ne me correspondait pas. Pour moi, je dessine, je suis pas publicitaire. Je suis pas là pour vendre des choses, je dessine. Moi, je le voyais comme ça, c'était ma vision à l'époque, et ça l'est encore. Et ça me correspondait pas à moi, mais ça correspond très bien à d'autres personnes, parce qu'il y a besoin, c'est la communication visuelle, et c'est important. Par contre, au lycée, pour répondre à ta question, j'ai eu de la chance d'avoir quand même des profs. Alors, on avait plusieurs matières, on avait d'autres matières que le dessin publicitaire. Et les profs étaient tous très ouverts d'esprit, très excentriques à leur façon. Donc, c'était pas non plus les profs vraiment enfermés dans une case, contrairement aux profs d'art plastique du collège. C'est vrai. Et j'ai eu la chance dans ce lycée-là vraiment de tomber sur des profs qui étaient vraiment super inspirants et tout ça. Mais moi, comment dire ? Je sais que les débouchés, ils n'étaient pas non plus c'est très serré. Nombreux, en dehors du publicitaire ou autre. Après, je répète ça depuis tout à l'heure, mais en fait, il y a plein d'autres choses possibles à faire, mais il fallait poursuivre les études et aller en BTS, aller faire les Gobelins ou faire les Beaux-Arts. Je pense que ma courte expérience, ça a été que 3 ans, donc en fait, je ne peux pas vraiment parler à la place d'autres qui ont eu une autre expérience que la mienne et qui aujourd'hui se régalent et vivent de leur art, et c'est beau. Et c'est beau. Mais vraiment, c'est selon moi, par rapport à mon expérience et mon vécu. Je vais revenir sur le hip-hop. Ils vont faire un diplôme. Le gouvernement veut proposer un diplôme d'État pour les danseurs de break. Pour les danseurs. Hein ? Pour les danseurs. Pour les danseurs, enfin de hip-hop en fait. Est-ce que tu y as réfléchi ? Est-ce que tu dis que ça va être comme l'art plastique et ça va être limité ? C'est quoi ton avis dessus ? Moi, mon avis dessus, c'est le hip-hop depuis le temps qu'il est là. Pourquoi vouloir changer ? Faire des trucs. Je sais pas, ça a toujours existé, ça a toujours eu, mine de rien, malgré ceux qui disent que c'est ghetto, tout ça, ça a toujours eu énormément d'impact sur notre culture. C'est, je veux dire, il n'y a pas.
ça me dépasse un peu. Enfin, mais pourquoi pas? Je sais pas. Hein, je pense qu'il n'y a pas eu besoin de ça, en fait. C'est quoi le projet derrière? Je sais pas. Un grand mystère. C'est un grand mystère. C'est vrai qu'on se dit que peut-être pour les personnes qui connaissent pas vraiment le hip-hop et qui le réduisent à choper ou casquette, basket et voilà, sweat, ça serait bien. Comme ça, il y aura moins de délinquance. Mais pour ceux qui sont déjà dedans, je pense qu'il y a une partie qui est totalement pour. Ouais. Et puis il y en a une qui n'en veut pas du tout, en fait. Je pense qu'après, à leur niveau, ils n'ont plus de preuves à faire, en fait. Exactement. Ils ont besoin de passer un diplôme parce que... Alors, moi, je suis pour l'ouverture et comme tu disais, si on pouvait proposer du hip-hop à l'école, enfin de la danse hip-hop et même du graphe en art plastique, enfin parce que bien sûr ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre quotidien. On est combien à avoir grandi avec ça, à admirer ça et à être inspiré par ça, en fait. Donc ça a toujours... Enfin voilà, depuis son arrivée, ça a toujours été là et ça marche toujours autant et c'est toujours un régal à voir, en fait. Donc, oui. Mais je suis pour l'ouverture, mais après ces histoires de diplômé ou quoi, je pense que celui qui fait du break depuis 20 ans, il n'a pas besoin d'être diplômé, en fait. Enfin, de retourner passer un diplôme pour avoir sa crédibilité et son statut, en fait. C'est comme si c'était pas pris au sérieux. Pour moi, c'est mon avis. Plus je réfléchis, plus je me dis que là, en un an, j'ai rencontré des breakers. Bon, les rappeurs, on en avait, mais plus des acteurs du hip-hop. Et, au niveau de la danse. Au niveau de la danse. Et c'est entrepreneuriat. En fait, ils vivent de leur passion. Ils enseignent. Il y a la marque sociale. Parce que même à l'hôpital, on te dit qu'il ne faut pas être dans le social. On me dit qu'il faut arrêter d'être dans le social. Tu n'es pas assistante sociale. Mais faut pas que ça soit vu de façon péjorative. Et je pense qu'en fait, le social, c'est même pas à être vu comme péjoratif. Je pense que c'est ce qui permet aux enfants d'avoir une bonne éducation. Et je pense que le hip-hop, c'est une source de bonne voix. Ça ne cadre pas comme l'école du roi Dagobert et tout. Mais ça peut donner une extension de toi vers l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pour ça que, il y a certains politiques qui se sont dit c'est dangereux pour nous. Et donc, ils veulent cadrer. Pour moi, c'est ça. Et tu disais tout à l'heure quelque chose, tu disais que tu as vu le hip-hop arriver. Et comment tu l'as vécu, ça, d'ailleurs? Mais moi, c'était... de Marseille. J'étais hypée de fou, en fait. Plus, enfin voilà, je me rappelle, on était comme des dingues quand on était petits. On a vu, tous ces rappeurs arriver. Bon, le rap US qui s'importait en France. Puis après, quand j'ai vu IAM et tout, moi, en tant que Marseillaise, j'étais grave fière et tout. Et c'était inspirant. Et moi, ça m'a toujours inspirée. Le quartier Nord, oui. Le quartier Nord, ouais. Et ça m'a toujours... ça m'a vachement inspirée, en fait. Et en plus, ça nous donnait... Parce que ce soit à Marseille ou que ce soit... moi, j'ai quitté les quartiers Nord pour le 9-3. Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir une étiquette, à pointer du doigt, mais on est capable, on est éduqué, on est capable. Même si, on dit c'est la street, mais c'est très formateur. On grandit avec énormément de valeurs. Moi, je regrette pas du tout mon enfance. Je regrette pas du tout... l'éducation que j'ai eue, et même si c'était compliqué, c'était galère financièrement, mais pour moi, c'était la meilleure enfance que je pouvais avoir, en fait. Et tout ça amène à la créativité, à l'évasion, parce qu'on en a besoin, parce que voilà, on n'a pas tout ce qu'on veut, donc c'était une évasion, c'était une hype de fou, et c'était quelque chose.
Et tout à l'heure, tu parlais de qu'on nous empêche d'être sociables. Enfin, mais ça fait partie de l'humain, en fait, ça fait partie de nous. Et c'est en nous. Pour la plupart d'entre nous, c'est une qualité humaine. Et même si on doit faire attention selon le travail qu'on fait, mais c'est plus fort que nous. Enfin, c'est comme si on te demande de pas être empathe, de pas avoir d'empathie ou ne pas. Enfin voilà. Après, du moment que tu viens, tu fais ton boulot, tes tâches sont faites. Me dites pas comment me comporter, mais c'est ce qu'il faut. Moi, je pense, c'est rester authentique et rester soi-même, et si on peut aider son prochain, on aide son prochain. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que c'est propre à Marseille ? Alors, j'ai retrouvé quelque part une similarité en Île-de-France parce que je vis en cité où il y a énormément de solidarité, énormément d'entraide. Contrairement à ce qu'on dit de nous. Enfin, moi, je l'ai vu pendant le Covid, solidarité. Enfin, voilà, tous les jeunes qui allaient chercher les packs d'eau pour les mamies, les papis. Enfin, voilà, on se ramenait des plats. Enfin, c'est là que tu te dis, ah ouais, c'est beau, quoi. Enfin, je kiffe ma cité, quoi, en fait. Mais, donc, j'ai quitté le quartier de Marseille pour, cité du 9-3. Mais il y a toujours cet esprit, parce que je pense que quand tu as grandi dans la Hesse, en fait, tu connais l'entraide, la solidarité, et tu as certaines valeurs. Après, je trouve qu'à Marseille, c'est un peu comme par rapport au foot, hein. Il y a un chauvinisme aussi qui fait qu'on est tous... peut-être on s'encense plus parce qu'on a cette fierté, ce truc qui nous rassemble, où c'est... tu vois... les phrases, on est Marseillais avant d'être Français, enfin voilà. C'est des choses que, j'ai grandi avec ça, c'est vrai, c'est réel. Mais après, c'est comme partout, tu sais, t'as du bon, et après, t'as aussi quand même des traits de partout. Mais je pense que, pour répondre à ta question, je l'ai quand même retrouvé ici, mais je l'ai peut-être plus vécu et ressenti à Marseille. Ouais. Tu es déjà allé ? Non. Il faut qu'on le fasse. Non, mais j'ai l'impression... En fait, il faut quitter l'Île-de-France. Pour moi, c'est une planète. Je l'ai découvert quand je suis allée dans le sud. J'ai été à Perpignan. En fait, j'étais à Perpignan. J'ai vu les montagnes. Je me suis dit, attends, on est où ? On est en France. Mais pour de vrai, je me suis dit, mais je suis où ? Et Paris et l'Île-de-France, c'est une planète. Je pense qu'il faut... Il faut visiter, il faut faire le tour, parce que c'est vraiment une planète. Et quand tu écoutes les infos du Sud, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec la planète d'Île-de-France. En fait, quand je suis arrivée à Paris, c'est la période où je quittais le dessin. On dirait sans m'en rendre compte, mais je quittais le dessin quelque part. Pour la vie, pour le quotidien, le métro, boulot, dodo. Les premiers hivers que j'ai fait à Paris, j'ai pleuré, il avait neigé et tout. Je me suis dit, waouh. La dernière fois que j'avais vu la neige, c'était en 86 à Marseille. On était petits, on avait sorti les sacs plastiques, on faisait de la luge, on avait une pente et tout dans le quartier. J'avais l'impression d'être dans une fourmilière, genre quand j'arrivais à la gare du Nord. Comme une fourmilière, tout le monde taffe, tout le monde court, tout le monde machin. Et voilà, moi j'avais l'habitude, je marchais dans la rue, je marche sur le trottoir, je vois quelqu'un passer, un papy, une mamie, enfin n'importe qui, c'est là, bonjour. Ouais, c'était frais, c'était l'hiver. Les gens, ils sont là, ils se regardent, elle veut quoi ? C'est ça, exactement. Elle va manger, elle veut quoi ? J'ai pas d'argent, tu veux quoi ? C'est ça. Juste bonjour. On se dit bonjour à Marseille, même... Donc il y a un choc quand même de culture quelque part. Et voilà, mais après maintenant ça date, et oui, je me suis adaptée. Pour revenir au dessin, est-ce que tu as une toile ? Là, c'est juste histoire de goût, ou un peintre que... voilà, j'adore cette peinture. Et en fait, cette peinture-là, j'adore cette peinture, ou j'adore cet artiste. Est-ce que t'en as ? Il y a deux artistes que j'aime beaucoup. Bon, il y en a plein. Mais là, si je dois en citer, je vais en citer deux. J'aime beaucoup le travail de Frida Kahlo. Oui. C'est très... Waouh. C'est... Voilà, elle se peignait, elle, et ses douleurs, et ses souffrances, et sa vie. Et de Diego Rivera.
Alors, au niveau esthétique, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime au niveau de ces toiles. C'est pas mexicain, du coup, c'est... Si, c'est mexicain aussi? Oui. D'accord. Voilà, ils étaient en couple tous les deux. D'accord. Oui. Deux styles différents, oui. mais deux inspirations. Au final, on l'a perçu comme le maître. Mais finalement, c'est lui qui a été plus l'élève que le maître avec. Enfin, je trouve, j'ai pas regardé, lu toute sa bio. Tu connais leurs œuvres? Frida Kahlo? Oui. Et son mari? Oui. Pardonnez-moi d'être inculte. Alors, je sais plus s'ils étaient mariés, mais c'était une histoire. Ils ensemble, mais je sais. Ouais, voilà. Un cambolesque, passionné, voilà. Et. Waouh. Et ouais, voilà. Et Diego Rivera, j'aime beaucoup ses ronds. Enfin. Tu vois, tu parlais du corps de la femme, tout ça. Ben moi, j'ai cette esthétique-là aussi, ce goût de rondeur. J'aime les choses rondes, les choses enrobées. C'est la volupté. Ce côté feutré, tout ça. Et ce que je retrouve dans l'esthétique d'étoile de Diego Rivera. Une question comme ça. Est-ce que tu aimes la vie? Il faut aimer la vie quand on est artiste. Après, je sais qu'il y a des artistes borderline, qui ont été borderline et qui en avaient peut-être marre en fait et qui ont fait des œuvres juste magnifiques. J'ai aucun nom, mais je sais que c'est arrivé. T'as vendu ta première œuvre. Ça t'a pas fait un pincement? T'arrives à te détacher facilement? En fait, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'en fait, je me suis dit, voilà, la personne, ça lui plaît, elle aimerait la voir. Bon, bah ouais, go. Mais en vrai, c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. C'était comme. Partie de toi-même. Ouais, mine de rien, ouais. Mais alors, du coup, si je pense comme quelqu'un qui ne dessine pas du tout, ben, tu pouvais en refaire une. Alors, je ne refais jamais 2 fois la même chose. Déjà, ce ne sera pas pareil. Parce que ce ne sera pas le même instant, ce ne sera pas la même inspiration, ce ne sera pas la même émotion. Donc, je ne vais jamais refaire 2 fois la même toile. Jamais. Je partirai sur un autre, alors je peux m'en inspirer, mais partir sur un autre truc. Mais je sais que ce ne sera pas la même. Puis celle-là, c'était vraiment pas la première que j'ai fait en reprenant, mais une de celle que je trouvais aboutie. Mais ça m'a fait un truc, mais voilà, je sais qu'elle est bien là où elle est. Et, tu prends des nouvelles des fois de mes toiles. Oui. En fait, moi, ça me fait penser à un cœur que tu donnes et oui, c'est hardcore, hein, mais c'est un cœur que tu donnes et que vous allez bien. J'ai pas encore pris de nouvelles. Bon, c'est assez récent. J'ai pas encore pris de nouvelles, mais j'ai été très contente de recevoir une photo du tableau installé. Voilà. J'ai reçu 2 photos comme ça pour 2 toiles différentes et de voir ta toile dans le salon de quelqu'un, ça fait quelque chose. Je vous interpelle. Et qu'est-ce que vous pensez alors de ceux qui créent et qui savent se détacher de ça? Chacun, moi, je pense que chacun son rapport avec son art. Et c'est comme on disait, t'en as qui vont être profondément déprimés et qui vont pouvoir créer des choses incroyables. Parce que la souffrance, comme Frida Kahlo, la souffrance, elle, c'était physique. C'était là qu'elle puisait son inspiration. Après, je pense que c'est au cas par cas. Ceux qui arrivent à s'en détacher, moi, au final, je l'ai fait. Mais chacun faut pouvoir faire des voit deux, ça comme il veut. Je trouve que une commande, il faut s'adapter aux besoins de la personne qui demande, ses desiderata. Et c'est vrai que là-dessus, j'étais assez bornée. D'où le truc par rapport à la publicité, tout ça, c'était pas... Mais en vrai, je pense que l'idéal, c'est de pouvoir adapter ton inspiration, tes idées, ta créativité à la demande. Et ça, c'est cool si tu arrives à faire ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Mais à choisir, par exemple, quand on me dit est-ce que tu peux faire tel portrait de ma tante, de mon chien ou quoi, j'ai plus envie de répondre pour des portraits
Sauf exception, sauf si vraiment, bon, il y a une histoire, il y a un truc qui me touche, qui... Parce que là, en fait, c'est même pas de l'inspiration, c'est de l'exécution. Oui. Comme je disais, selon moi, ça me correspond moins. Je préfère créer un visage que... Sauf si, voilà, c'est moi, ma demande à moi, je vois un visage et Sally, j'ai trop envie de te dessiner. Et ce qui m'est arrivé, d'ailleurs, j'avais dessiné Blivy Makassi. Je l'ai croisé, je l'ai trouvé sublime. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérangerait si je te dessinais? Tu vois, pas de souci. Et j'ai fait son portrait. Et là, c'est de moi-même. Je me suis dit, je sais pas, en fait, quand je l'ai vue, elle m'a inspirée. Je l'ai trouvé sublime. Je me suis dit, non, faut que je fasse son portrait. Et c'est rare. Mais voilà, ça m'est arrivé où je me suis dit... Je connais pas cette artiste. Je vous montrerai. Je vous montrerai des photos. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va plus vouloir qu'on lui demande de faire un portrait que, par exemple, une photo, une numérisation? Qu'est-ce qui fait que ça reste encore à part et demander le portrait? Le portrait Je sais pas, je saurais pas répondre à cette question. Je sais pas ce qui fait. Est-ce que c'est parce que c'est fait main? Est-ce que c'est moi de ton point de vue, toi, tu vois ça comment? Mon point de vue ou mon expérience, je dirais que par rapport à moi, les fois où j'ai eu à commander, je me disais oui, mais pourtant on pourrait faire une jolie photo ou prendre une photo, la numériser, mettre plein de filtres. Moi, je me dis que ça nous apporte une communion avec la personne qu'on dessine, même si on la connaît pas, ça t'apporte quelque chose. Tu la découvres à travers ses traits. Tu arrives même, j'arrive même à deviner, suivant les traits, les expériences, le caractère de la personne. Après, je pense qu'il y a l'authenticité et peut-être un peu d'ego. Par rapport à la personne qui dit ouais, tu veux faire un portrait de moi et tout, et la personne elle va dire ouais, elle me dessine. C'est comme si en fait on la regardait, alors que l'ordinateur, les logiciels ne peuvent pas faire ça. Ouais. Donc j'avais pas visualisé quand tu dessines la personne qui est en face de toi. Pas forcément en face. Moi, je sais, mais enfin une. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. En face ou sur photo. Si c'est en face, c'est un échange. Et si c'est en photo, bah oui, tu rentres dans les détails de la personne, de ses traits et tout ça. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ce besoin d'échange et le fait de se dire, voilà, on me regarde, on me dessine. Et oui, si la personne, elle a besoin de ça et que ça lui apporte... cette chose-là, c'est important. Ah oui, déjà, il y aura une originalité qu'il n'y aura pas... quand tu vois, tout le monde, il fait ses portraits avec l'intelligence artificielle et tout, qui prend quand même ses coups de crayon et de pinceau chez les artistes qui postent. C'est vrai. Il y aura toujours cette originalité. Et puis voilà, le fait main, je suis désolée, c'est comme la maroquinerie italienne. Voilà. Le fait main, c'est bon, c'est comme la cuisine. Le fait main, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, je pense qu'il y a de ça. C'est vrai que moi, comme je suis celle qui, à chaque fois, dans mon entourage dessinait, on me demandait, donc je me posais pas la question. Mais maintenant, là, tu vois, suite à ta question, j'ai réfléchi. Et ouais, je serais contente d'avoir des dessins d'autres artistes, d'autres personnes qui dessinent. Tu vois, pour voir leurs touches, pour voir leurs trucs. Et puis, c'est un petit bout d'eux et de leur vision. Leur vision, en fait. La vision que la personne a, pas forcément d'un portrait de ma gueule, mais de sa perception même de la vie ou d'un truc, enfin, je sais pas. Et t'as déjà fait des portraits face à face, hein, du coup, enfin. Alors ça, je l'ai fait au lycée. On l'a déjà fait. On a aussi fait du nu. Il y avait des modèles qui venaient, qui posaient nus. Et nous, on était là sur notre chevalet, on dessinait. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand j'ai passé le concours pour rentrer dans ce lycée, j'avais pas capté le sujet, ce que c'était, j'attendais. Et en fait, il y avait, c'était dans la classe, donc il y avait des bureaux, tout le monde s'installe et tout. Et puis, on a une feuille et puis il y a écrit dessiner ce que vous voyez, enfin, je sais pas, le sujet de votre angle, là où vous êtes positionné. Ah, d'accord. Et moi, je suis là et je vois juste une classe avec des élèves et je vois rien. Je vois un bureau en face, un tableau noir. Je me dis, mais ouais, je sais pas. Et en fait, il y avait dans le coin un tabouret, je crois, avec une paire de bottes et un gilet. Et c'est quand j'ai regardé les autres commencer, j'ai capté, j'ai dit, ah, c'est ça qu'il faut dessiner.
D'accord. C'était spécial, il n'y avait pas plus de directives et tout. Et pour moi, ouais, j'avais toujours l'habitude de dessiner des gens, créer des visages, faire du figuratif et tout. Mais du coup, c'est bien, on touchait un peu à tout, quoi. On pouvait... une fois, une prof, elle a jeté 3 jeans comme ça sur son bureau. Et en fait, il fallait qu'on dessine les jeans tels qu'ils étaient positionnés, donc chaque pli, chaque truc et tout. Elles sont lui pareil. Et mais c'est formateur. Oui. Ouais, mine de rien, ouais, c'est dessiner des jeans froissés, quoi. C'est marrant. Je me rappelle au collège, un prof dont je me rappelle plus du tout le nom, je crois que c'était en 6e, nous a demandé de faire un dessin. Et puis, qu'est-ce qu'il nous a... de dessiner un arbre. Donc, il y a des enfants qui étaient rodés, qui ont su dessiner ce qu'il fallait. Moi, j'ai dessiné un arbre. Avec, je faisais un pommier comme à l'époque, en fait, juste un tronc, et puis un truc ondulé, comme ça, et puis des petites pommes. Et puis un petit soleil et tout. Et puis, il y a d'autres enfants qui avaient fait un arbre sec, avec des branches secs, 2-3 feuilles. Et suivant le dessin que l'élève avait produit, l'enseignant pouvait savoir, entre guillemets, savoir si l'enfant irait loin. Et donc, les enfants qui avaient fait des branches d'arbres, c'était des enfants qui réussiraient, puisqu'en fait, ils avaient fait des branches d'arbres. Et donc, quand j'ai ma copine de l'époque, elle me dit « Ouais, Fabienne, pourquoi t'as pas fait des branches et tout ?» Je dis « Mais parce que j'aime pas. »« Oui, mais ça veut dire que t'iras pas loin. » Tu sais que ça m'a martelé de la 6e, 5e, 4e. J'ai dit, de toute façon, j'ai dessiné un arbre sans branche. C'est pour ça que j'ai redoublé. Mais non, oh là là. Mais ça m'a. Ah, mais des fois, il suffit d'une phrase, un truc, ça a un impact de fou, mais. Ouais. Et on va. Ben non, ça veut aussi dire que t'es une esthète et tu préfères l'arbre rond sans plein de feuilles, et puis c'est ton goût à toi, en fait. Dis-toi qu'après arrivant en 5e, je me suis dit, j'espère qu'on va me demander de dessiner un arbre. J'espère. Attends, comme ça, je fais des branches. T'as dessiné un arbre, j'ai qui dessiné porte un ses pommier. fruits. C'est vrai en plus. J'ai dessiné c'est une très belle image. Symboliquement, je trouve que voilà, ton arbre il porte ses fruits, il est verdoyant, il est. Ouais. Mais tu vois, la vision d'un adulte et d'un enfant, c'est pas... Ouais. C'est un arbre d'automne. Et je me dis, du coup, ça se trouve, dans ton lycée, je sais pas de quel point de vue était le tabouret, s'il était super loin, mais parce que moi je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut dessiner le tableau qui est devant toi avec les élèves, ce que tu vois réellement. Oui, donc moi, c'est ce que je m'étais posé comme question. Et puis après, en fait, t'as la prof qui a poussé les tables pour qu'on installe des chevalets. Et d'autres qui ont commencé à dessiner, mais moi j'ai mis du temps à capter que c'était le tabouret où il y avait voilà, ça parlait pas beaucoup. Les trucs posés dessus, quoi. Mais voilà, c'était la petite anecdote, c'était marrant, c'était pour le concours, ouais. Donc, concours de hip-hop, imagine. Entrer dans une école de hip-hop sur concours. Mais après, par contre, ouais, sans ça, j'aurais peut-être pas pu intégrer une école de dessin non plus, tu vois. Parce que c'est des trucs, ça coûte une blinde. Là, tu rentrais sur concours, c'était des études gratuites, quoi. Mais franchement, moi, je pense que ce qui compte, c'est d'amener nos enfants à s'intéresser à ces choses-là, à sortir des écrans, à sortir des TikTok et aller faire du break, aller graffer, voilà, à toucher à l'art, en fait. C'est un moyen d'expression autre que faire des shorts en reprenant une chorégraphie éclatée que tout le monde fait, quoi. Ça serait ça ton message à la génération, à une fille et un garçon qui... Alors, c'est surtout dédié aux jeunes parents aussi. Hein. Ouais, parce que moi, TikTok... Ouais, et aux enfants, je leur dirais, en fait, essayez de... Enfin, moi, ce que j'ai envie de dire aux gamins, c'est n'essayez pas de ressembler aux autres. En fait, il faut être vous-même. Et être vous, ça a une valeur. Et c'est ce qui vous donnera encore plus de valeur. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde, donc vous vous démarquerez. Donc vous aurez encore plus de valeur. Il faut croire en ses rêves. Et pendant l'expo, il y a une maman qui est venue avec sa petite fille qui m'a dit, qui regardait mes toiles et tout, puis qui m'a dit j'adore dessiner. Et puis sa maman me dit ouais, elle adore et tout. Je lui ai dit bah écoute, il faut pas lâcher. En fait, tu crois en tes rêves et ils se réaliseront et tu le feras et tout. Et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a tellement tout le monde est tellement exposé de tout jeune, qu'il y a
tellement de concurrence et tout le monde, au final, bizarrement, cette génération tout le monde veut se ressembler, tout le monde veut faire pareil, tout le monde veut créer le même contenu, même. Et non, en fait, c'est l'originalité qui compte, mais surtout l'authenticité. Donc, si tu veux faire quelque chose pour plaire, pour que ça marche, en disant ça va marcher, laisse tomber maintenant. Fais ce que toi t'as envie de faire, fais ce qui te plaît, parce que comme on dit, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Et y a pas de mainstream dans l'art, il y a pas de truc universel qui va toucher tout le monde. En vrai, ça n'existe pas, surtout qu'on est dans une période où c'est la surconsommation, tout est jetable. On est tous jetables. Oui, tout est éphémère. Maintenant, plus que jamais. Donc, fais ce que t'aimes, kiffe ce que tu fais, et c'est tout. Et en fait, ce qui compte, ce qui te rendra riche, c'est de faire ce que t'aimes, en fait. Et c'est pas forcément les billets qui sont la vraie richesse, en fait. Et un parent qui voit son enfant constamment dessiner et qui trouve, dont l'enfant souhaiterait s'épanouir, tu lui dirais quoi? D'encourager son enfant, c'est important. Nous, on a connu l'époque où oui, c'est pas un métier, artiste, c'est pas l'avenir. J'ai de la chance quand même d'avoir le soutien de ma famille, mais tout le monde l'a pas, et c'est important. Et ne jamais pousser son enfant à faire ce qu'il veut pas. Mais par contre, si tu vois qu'il aime ça, moi je vois ma petite, elle adore dessiner, tant qu'elle aimera ça, je l'encouragerai, en fait. Je l'encouragerai. Après, c'est sûr que les temps sont durs, la vie est dure, on veut que nos enfants aient un avenir. Le système dit non, on s'est toujours débrouillé, débrouillard, on transmet la débrouillardise aussi. C'est important. Pour moi, quand c'est trop facile, t'es pas blindé, en fait. Donc voilà, faites vos erreurs, tombez, mais vous relèverez, quoi. Je préfère ça que t'es jamais tombé, puis le jour où tu vas tomber à 30 ans, tu vas pleurer. Non. C'est vrai. Fais tes erreurs, mais voilà, moi je serai là. Oui, ton actualité. Ouais, pour l'instant, c'est calme. Je suis en train de réfléchir à un projet qui est en train de se dessiner un petit peu dans ma tête. Donc voilà, mais quand ce sera là, ce sera sur Instagram. Rien ne nous empêche de cliquer, bien sûr, et de partager. Comme je le dis, un partage, c'est... Voilà, ça peut booster plus que des vues. Mais merci en tout cas, merci pour la force depuis le début. Merci à toi, merci pour le partage. C'était vraiment un plaisir de venir. Merci beaucoup. Merci.